Bonjour. Les sondages sont-elles une arnaque en bande organisée? C'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui dans Première lecture, le format de lecture des rapports parlementaires. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du rapport sur l'organisation des élections en France. Nous allons passer à un tome très important de ce rapport, la partie sur les sondages. La dernière fois, nous avions vu l'organisation des élections et notamment ce que nous pouvons faire pour améliorer les élections à court, moyen et long terme. Et aujourd'hui, nous allons nous diriger vers la quatrième partie de ce rapport sur les élections, réguler les sondages. Voilà, Antoine Léaumont met les pieds dans le plat. Pour lui, réguler, c'est une question essentielle. Nous avons rendez-vous, donc page 225. Et je tiens à vous dire que nous entrons dans un très gros morceau de lecture du rapport. On en a pour des pages et des pages, plus long encore. Donc, n'hésitez pas, d'une part, à me faire part de tous les retours que vous aurez sur la question des élections et des sondages dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Et puis bien sûr, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines VOD, car ce sera intéressant. Entamons donc la quatrième partie, réguler les sondages. Première partie, les sondages jouent aujourd'hui un rôle central lors des élections politiques. Une origine américaine, les votes de paille. Les sondages sont apparus aux États-Unis au XIXe siècle, comme moi finalement, pour répondre aux besoins des acteurs politiques de comprendre l'opinion afin de remporter les élections. Ah là là, comprendre pour gagner. Ah, sacré programme. Dans cette perspective, des techniques rudimentaires, qualifiées de vote de paille, straw votes, ont été inventées afin d'observer la popularité des candidats en dénombrant par exemple les personnes participant à leurs réunions publiques. Le premier sondage empirique de cette nature a été publié en 1824 à l'occasion de l'élection présidentielle américaine. Ah, j'avais pas encore le droit de vote cette année-là. Le recours à ces techniques a connu un succès croissant avant que leur fiabilité ne soit remise en cause au début du XXe siècle par trois sondeurs américains, décidément les États-Unis encore eux, Elmo Roper, Archibald Crossley et George Gallup, en 1936. Gallup, ça me dit quelque chose ? Ces derniers ont inventé la méthode des quotas qui leur a permis d'obtenir des résultats plus précis que les techniques précédentes. Cette méthode, elle aussi fortement critiquable et critiquée, repose sur l'idée qu'on pourrait comprendre l'opinion de l'ensemble d'une population étudiée à partir d'un échantillon représentatif de ses caractéristiques sociales, sociodémographiques, politiques, etc. Sur le papier, on a l'impression de voir un lien de cause à effet. Tu as un échantillon représentatif, donc ça te laisse voir un portrait à l'échelle nationale. Une introduction en France à la fin des années 1930 et un essor quantitatif inédit sous la Ve République. Ces méthodes ont été reprises et introduites en France à l'initiative de Jean Stotzel et d'Alfred Max. J'allais dire Marx, oups. C'est pas tout à fait la même personne. Stotzel, je suis sûr, je déglingue le prénom, puisque je suis plus moi. Excusez-moi, mais je suis à l'ouest de la France, donc les prononciations plus à l'est, j'ai un peu plus de mal. Qui ont respectivement fondé, pour le premier en 1938, l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP. Et pour le second, en 1939, y avait peut-être d'autres choses à faire d'ici là, le Centre d'études de l'opinion publique, le CEOP. Et il n'y a pas quelqu'un qui a créé le Alléop ? Le référendum constitutionnel du 21 octobre 1945 a donné lieu à la publication du premier sondage d'intention de vote français. L'écart faible entre les prévisions des sondages et le résultat du référendum, 3 points seulement, consacre cette technique. Après un développement limité sous la 4ème République, les sondages ont connu un essor spectaculaire sous la 5ème République avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Intéressant, c'est vraiment le plébiscite du président de la République qui permet de développer les sondages. Après l'adoption du référendum constitutionnel de 1962, permettant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, l'année 65, belle année ça, est considérée comme marquant l'entrée en scène des sondages.
Les campagnes présidentielles suivantes seront ainsi marquées par leur poids croissant, par l'émergence de polémiques et, in fine, par la construction d'un cadre de régulation spécifique. Merci Saumon pour ton leurre, que des bisous. Cet essor s'explique par la conjonction de plusieurs phénomènes. Cliquez, bande de salopes! Et oui, rappelez-vous, hein, c'est important de cliquer. Hein, voilà. Cliquez où vous voulez, mais vous cliquez. Donc, plusieurs phénomènes. L'individualisation progressive de la société, avec en conséquence une prédictibilité plus faible des comportements électoraux des citoyens, ce qui accroît l'incertitude vis-à-vis des résultats des élections et génère donc en retour une demande croissante d'informations de la part de la population. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à dire que faire partie d'une classe sociale, puisqu'on ne parlait pas encore en CSP à l'époque, faire partie d'une classe sociale conditionnait pratiquement un vote. Donc le fait qu'on se retrouve dans une société de plus en plus individuelle fait que c'est de moins en moins conditionné. D'où le besoin de sondage, effectivement. L'évolution des techniques de sondage avec un niveau de fiabilité considéré. Ça va, Antoine ? Je rappelle, hein, tout ça c'est Antoine Léaumont, le rapporteur, qui écrit tout ça. Hein. Donc, sachant que lui, il vilipende les sondages, j'ai envie de dire, ça va Antoine, t'as de la fièvre ? Ah, malgré des erreurs répétées, comme croissant, avec l'apparition des sondages en ligne, la baisse du coût de réalisation des sondages ayant conduit à l'apparition progressive de nouveaux instituts de sondage, ce qui a nourri cet essor. En fait, il fallait juste que je lise un peu plus loin. Le développement de nouveaux moyens de communication, autres que la presse, télévision, puis l'apparition des chaînes d'infos en continu, qui ont donné aux sondages d'opinion une place inédite dans la vie politique, pendant et en dehors des campagnes électorales. Une dynamique qui se stabilise avec de fortes variations selon la nature de l'élection concernée. Les chiffres collectés lors des travaux menés par la commission d'enquête confirment cette tendance, même si l'on observe ces dernières années une stagnation du nombre de sondages politiques publiés et des différences considérables en fonction des élections considérées. Quoi ? Attendez. En matière d'analyse, il convient de bien distinguer les sondages politiques des autres catégories de sondages, et au sein de cette première catégorie, les sondages qui entrent dans le champ des compétences de la commission des sondages, l'INFRA, de ceux qui ne sont pas publiés, car à usage interne et donc non contrôlé. Ah, intéressant. Donc les sondages publiés sont contrôlés, normalement, et les sondages non publiés ne sont pas contrôlés. Ouais, donc déjà qu'il faut avoir des pincettes de base quand on regarde des sondages, c'est-à-dire que les sondages qui ne sont même pas publiés, faut même plus y aller avec des pincettes, faut y aller avec des pinces de chantier, parce que le truc est absolument pas contrôlé et qui peut dire très bien une chose et son contraire. Intéressant. En ce qui concerne King Loris, en ce qui concerne les sondages électoraux, lors de son audition, Monsieur Gaermark, ouais, on va dire ça. Désolé, cher monsieur, d'écorcher votre prénom, enfin votre nom de famille surtout, président de la commission des sondages, a indiqué à votre rapporteur que la commission dénombrait en moyenne 200 sondages en période électorale, même si ce chiffre varie selon les années et la nature de l'élection. Oui, il y a un peu moins de sondages que d'habitude quand il y a dissolution et qu'il y a des législatives anticipées. Il y a un peu moins de temps de faire des sondages, effectivement. La commission des sondages a contrôlé 618 sondages en 2017, dont 560 au moment des présidentielles et 514 en 2022, dont 467 avant les présidentielles, soit presque 100 de moins. Ces chiffres démontrent ainsi un fort lien entre les sondages et l'élection présidentielle, clé de voûte institutionnelle de la Ve République. C'est effectivement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que les sondages, on n'en faisait pas en France, puis tout à coup, le président de la République est élu au suffrage universel direct, et boum, pléthore de sondages, et c'est vraiment un corollaire. Après l'élection présidentielle, ce sont les élections municipales qui génèrent le plus de sondages. Intéressant. La commission a ainsi contrôlé 248 sondages en 2014, contre seulement 158 en 2020. Oui, bon, forcément, on était... on n'était pas encore confinés. Oui, c'est ça, on votait, et après, c'était tous en confinement, c'est vrai. Enfin, pour le premier tour. Le deuxième, c'était, je crois, à la sortie du confinement, si je me souviens bien.
Mais moi, j'ai pas eu de deuxième tour. J'ai été privé de deuxième tour. Les élections législatives génèrent par nature moins de sondages, les projections en siège n'étant pas considérées stricto sensu comme des sondages par la Commission et n'étant donc pas à ce titre contrôlées par elle. Oui, donc voilà, donc on peut littéralement dire n'importe quoi avec ce genre de sondage. La Commission a contrôlé à ce sujet 58 sondages en 2017, 47 sondages en 2022 et enfin 42 sondages en 2024 lors des élections législatives anticipées. Ah oui, donc ils font pas de sondage en fait. Ces différentes données conduisent votre rapporteur à faire 3 principaux constats sur l'évolution du nombre de sondages électoraux. On écoute les constats. Oula, pardon. Ah, ça y est, j'ai le hockey qui revient. Faut que je respire. Ah non, bah ça y est, j'ai le hockey. Tu fais exprès d'écorcher législatif tout le temps? Non, mais des fois j'ai des problèmes de prononciation, donc je sors tel que je peux le sortir. En tendance longue, surtout vers la fin, l'essor quantitatif des sondages est indiscutable, au point de générer, à son sens, une forme de saturation de l'espace politique. Il rejoint, à cet égard, les considérations partagées par M. Alexandre Désé, chercheur, lors de son audition, quant à l'omniprésence et à la surabondance des sondages. Les chiffres fournis par M. Désé, qui concernent l'ensemble des sondages d'opinion, sont à cet égard encore plus édifiants, puisqu'en France, en moyenne, 1000 sondages d'opinion sont publiés chaque année, et 5 à 10 000 sont réalisés sans être publiés. Alors déjà... Combien ? Oh la vache, En un demi-siècle, le nombre de sondages réalisés dans le cadre des campagnes présidentielles a donc été multiplié par 40. Combien ? Ce qui a conduit à la création... Non. Ce qui a conduit la commission des sondages, dans son dernier rapport d'activité, à parler d'un champ médiatique saturé. Ce qui me fume, c'est que je parlais avec un British. Il me disait que la France avait très peu de sondages. Oh bah putain, pardon. Excusez-moi, ne jurez pas Marie-Thérèse. Ah ouais, bah alors j'imagine même pas ce que ça doit donner au Royaume-Uni. Si nous, on est déjà saturé en France, pouf. Ensuite, la stagnation relativement récente du nombre de sondages électoraux s'explique principalement par la stabilité du marché des sondages et des médias. Elle ne doit toutefois pas être confondue avec la progression du nombre de sondages politiques dans leur ensemble, publiés ou non, qui est indéniable. Et on le rappelle, les sondages non publiés, ils sont pas contrôlés. Donc faut se méfier. Quand on dit un sondage non publié et tout, méfiez-vous très fort. Elle pourrait par ailleurs être remise en question par l'apparition de nouveaux acteurs produisant des sondages à moyen terme. En Allemagne, ils ont un sondage législatif par semaine. Oh la vache. Ah oui, le fameux que tu postes là. Parce que je vois que pratiquement toutes les semaines, tu postes un sondage sur l'Allemagne. Voire 2. Oh là là. Ouais, ça va, hein. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des sondages à 4 ans d'une élection, sachant que le résultat sera considérablement différent, quoi. Les sondages d'opinion et les sondages électoraux ont pris une place croissante dans l'information et dans les commentaires médiatiques. C'est le 3e point. Cela conduit à structurer et à matérialiser un état de l'opinion sur des thèmes donnés. X% des Français considèrent ceci ou cela, mais aussi sur des élections parfois lointaines et dont on ne connaît même pas encore les candidats. Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, X et Y seraient au 2e tour et X l'emporterait face à Y, alors que ni X ni Y ne sont candidats. Ils n'ont même pas les 500 parrainages, ils sont même pas sûrs de les avoir. Bim. Allez. Cette matérialisation de l'opinion est pourtant construite à partir d'outils dont la pertinence est questionnable, la qualité est variable et les marges d'erreur parfois importantes. J'ai envie de dire... Oh, le triple taquet. Leur opacité rend la validité scientifique inexistante, comme l'a reconnu en audition le directeur général de l'IFOP, Pierre Daby, lors de son audition. Donc, validité scientifique, 0. Hein. Voilà, donc les sondages, ça vaut rien. Voilà. Et c'est le directeur de l'IFOP qui dit ça. Et c'est pas l'institut de sondage de Picsou Magazine. Hein. Attention. Hein. Alors ensuite,
Des effets multiples sur le processus électoral. Des effets variés et parfois contestés sur le processus électoral. Les effets sur la vie médiatique. Il dit on ne sait pas comment on les fait. Bah c'est pire encore. Pardon, mais c'est pire encore. Parce que pour faire quelque chose d'un minimum scientifique, il faut savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche à prouver, quels outils on utilise pour ça et quel bilan on en tire. S'il n'y a rien de tout ça, c'est du vent en fait. Le recours croissant au sondage dans la vie politique produit plusieurs effets notables, admis par les principaux acteurs auditionnés dans le cadre de la commission d'enquête. Ah, intéressant. Le premier effet établi est le raccourcissement du temps politique. Phénomène qui n'a pas pour seule cause l'essor des sondages, mais qui s'en nourrit logiquement, en particulier lors des sondages électoraux, des campagnes électorales. Comment ça, raccourcissement du temps politique ? La mise en place du rolling, they see me rolling, c'est-à-dire de sondages à intervalles réguliers, permettent par exemple un récit médiatique permanent sur les prétendues évolutions des dynamiques de campagne et de l'état de l'opinion, presque au jour le jour. La multiplication des sondages donne en outre à chaque événement de campagne une tonalité particulière, puisque chaque discours clé ou moment fort peut devenir soudainement un point d'appui ou de bascule pour un candidat, et dont les sondages sont censés donner la mesure quasi exacte. Il est ainsi fréquent de voir des commentaires d'éditorialistes ou des sondeurs eux-mêmes analysant le succès ou l'insuccès d'un événement de campagne, non pas à la lumière de l'événement lui-même, mais à la lumière de ce qu'en disent les sondages et des dynamiques à la hausse ou à la baisse qui sont censées s'en dégager. Ce serait intéressant de voir quand on fait des sondages là-dessus, parce qu'en fait, voilà, on dit telle personne a pris un point dans les sondages, c'est forcément le meeting de la dernière fois. Je serais curieux de voir justement, en posant la question aux personnes qui voteraient pour telle personne, de dire est-ce que vous avez vu le meeting de la dernière fois ? Et je serais curieux de voir la part concernée, parce que je suis pratiquement sûr que ça n'a pas d'effet immédiat dans les sondages. Corollaire du temps politique, un deuxième effet est observable. La multiplication des sondages tend à invisibiliser les sujets de fond, notamment programmatiques, au profit d'une élection transformée en course de chevaux. Ce qui me fume, c'est que LFI critique H24 les sondages, mais s'en sert aussi pour leur narratif. Mais en fait, tous, regarde bien, moi, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est 2022, mais ils sont tous en train de critiquer les sondages. Et justement, en fait, quand ils sont mal placés dans les sondages c'est de la merde et tout, faut les interdire. Et à l'inverse, quand ils sont bien placés dans les sondages, non mais écoutez, les sondages c'est intéressant, voilà, quand bien même ça ne reflète pas le résultat de l'élection. C'est ça qui est fou. En fait, Valérie Pécresse critiquait ça, Anne Hidalgo critiquait ça, Yannick Jadot critiquait ça, Emmanuel Macron, forcément il était en tête, Marine Le Pen, je l'ai entendu un peu critique, Éric Zemmour critiquait, qui c'est qu'il y avait d'autres encore comme candidat ? Jean Lassalle, c'est Jean Lassalle, je crois pas avoir entendu Nathalie Arthaud sur le sujet. Mais voilà, en fait, il y a vraiment un espèce en plus de paradoxe qui est que non seulement ça ne peut pas prédire le résultat d'une élection, surtout quand on est loin en avance dans une élection, mais en plus que tu légitimes ou tu délégitimes ça en fonction du résultat qu'on te donne. C'est un peu comme tu as une mauvaise note à l'école, donc c'est la prof qui s'est mal notée, qui s'est pas bien notée, alors que toi tu avais raison, tu avais les bons raisonnements, mais c'est juste que c'est elle qui s'est pas notée, quoi. C'est littéralement ça. LFI a une tendance à critiquer de base les sondages, mais pas uniquement quand ils sont derrière. Le problème, c'est qu'on ne voit pas LFI au second tour, donc pour l'instant, le narratif ne peut pas changer pour eux aussi. Il y a ça aussi. On aurait des sondages qui mettraient LFI au second tour. Je serais curieux de voir justement le changement de narratif. Je serais très curieux, parce qu'il y aurait il ferait comme tout le monde, il dirait non mais voilà, les sondages nous placent en position du second tour, ça montre que nous sommes le vote utile à gauche, rassemblez-vous, abandonnez les autres candidatures, etc. On aurait ces arguments-là aussi du côté de LFI s'ils étaient au second tour. C'est surtout parce que en fait, aucun sondage les met au second tour que leur narratif peut pas changer. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'analyse. En effet,
Bien plus que les programmes des candidats à une élection, leurs propositions concrètes ou même leurs réactions à une actualité, ce sont bien souvent leurs chances de gagner qui vont être le plus abondamment commentées, les sondeurs participant d'ailleurs eux-mêmes par leurs commentaires à installer des vainqueurs possibles et des perdants assurés. Par exemple, lorsque le 14 février 2022, sur le plateau de LCI, Frédéric Dabi, directeur de l'Institut IFOP, déclare que Jean-Luc Mélenchon occupe l'espace d'une gauche radicale qui à chaque élection fait entre 9% et 12-13%, bah c'est moi ou la phrase elle a pas de fin? Je la trouve bizarre cette phrase, mais voilà. Et quand on voit les résultats, c'est sensiblement différent. Donc je comprends l'idée de dire oui, effectivement, on consacre uniquement la lecture des chiffres, alors que derrière, on devrait plutôt interroger les gens sur des mesures de programme. De dire, est-ce que vous êtes d'accord avec telle mesure, telle mesure, telle mesure? Il veut supprimer le vote utile, qui a été consacré justement par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, justement. Parce qu'on aurait une autre forme de vote, il n'y aurait pas de vote utile. Il y a plein d'élections, de vidéos qui font de la pédagogie sur d'autres façons de voter, notamment, je ne me souviens jamais du nom, mais la méthode australienne notamment, qui consiste à classer les candidats en fonction de si on trouve leur candidat, si on trouve leur programme et les candidats intéressants ou pas, et ensuite on fait la moyenne et c'est celui qui a la meilleure moyenne qui est élu. Notamment, ce que moi, à titre personnel, je considère être la meilleure façon de déterminer un gagnant. Et d'ailleurs, je serais très curieux de voir des élections comme ça, ce qui serait long à dépouiller, mais au moins ce qui permettrait non pas d'avoir le candidat le moins pire et de participer au vote utile, mais réellement d'avoir un candidat qui soit issu de la volonté majoritaire des Français. Ou alors, à défaut, il faudrait des tours supplémentaires d'élections. C'est-à-dire, non pas que au premier tour, il y a uniquement les deux qualifiés qui l'emportent, parce que du coup, en général, tu t'assois sur 60 à 70% de l'électorat, mais bien d'autres tours supplémentaires où en fait, à chaque fois, tu fais un jeu d'élimination. C'est des suppositions, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça n'engage que moi pour le coup, mais ça permettrait d'avoir peut-être plus de débats sur le fond. Peut-être. Je ne fais que des propositions. Bah, je sais pas. T'as le droit de le vouloir, moi je sais pas. Un troisième effet des sondages tient aussi leur utilisation médiatique qui conduit à la polarisation du débat politique. Ah, mais quel pôle? Les chaînes d'information en continu tendent en effet de façon très similaire... tendent en effet, de façon parfois similaire aux mouvements observables sur les réseaux sociaux, à utiliser les sondages d'opinion afin de mettre en avant certains sujets pour en justifier le traitement ou illustrer tout simplement la position supposée de l'opinion sur ces derniers. Cette pratique, qui relève de la liberté éditoriale des médias, peut être interrogée lorsque ces derniers entretiennent des liens trop étroits avec les instituts de sondage ou, plus grave encore, lorsque des individus particulièrement fortunés fixent le noir sur blanc l'objectif d'utiliser les instituts de sondage pour remettre au cœur du débat les bons chiffres sur les sujets qui comptent et propose de financer des baromètres monothématiques sur des thèmes aussi orientés que islam et insécurité, immigration, extrême gauche. Voilà, les sujets pas du tout orientés. Voilà. Je rappelle aussi que les sondages d'opinion ont pour le coup encore moins de valeur que les sondages électoraux, puisque c'est clairement des sondages au doigt mouillé et qui ne reposent sur rien. Surtout, par contre, on peut interroger effectivement le fait que, comme les médias soient détenus par des milliardaires avec des agendas politiques bien agencés, si je puis dire, on peut se poser la question de l'utilisation à outrance de sondages d'opinion pour appuyer un agenda éditorial derrière. Je me pose la question. Sachant que... c'est toujours pour aller dans un sens et jamais pour contredire une idée. Donc pareil, encore une fois, se pose cette question-là. Je pense que voilà. Très bien, bonne conclusion.
Enfin, dernier effet notable qu'il est possible d'observer. Les sondages ont globalement un effet de maintien en tension de la vie publique autour de la politique, qui ne se résume plus désormais aux seules campagnes électorales, en raison de la publication régulière de sondages de popularité politique ou d'intention de vote, par anticipation des campagnes électorales futures. La capacité des sondages à construire ou au contraire à détruire ou à affaiblir des candidatures mérite d'être interrogée au regard de la protection nécessaire de la liberté de choix des électeurs et de l'égal accès aux élections pour les candidats. Moi, je serais vraiment curieux, mais on ne peut pas le savoir à moins d'avoir une machine à dissocier le temps et à regarder deux lignes temporelles en même temps. Je serais curieux de voir à quel point les sondages orientent le vote des citoyennes et des citoyens. Puisque c'est rabâché à longueur de plateau, ça a forcément un effet sur les électeurs. Et donc je serais curieux de voir, mais on ne pourra pas le mesurer. C'est vraiment ça qui est dommage, j'aimerais bien le mesurer, parce que ça se trouve, l'effet est tout petit. Au contraire, l'effet est immense. De voir une élection, en fait de comparer la même élection avec des sondages et sans sondage, de voir à quel point les résultats sont différents. Ça se trouve, il n'y a aucune différence et tout, voilà. Mais peut-être qu'il y a des différences, mais on ne peut pas le savoir à moins de séparer des lignes temporelles et on n'a pas encore cette technologie. Bonjour Nico Nato, bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. On est en train de se lire un rapport parlementaire sur l'organisation des élections et sur les sondages. Et là, on a Antoine Léaumont qui est en train de tirer à boulet rouge sur les sondages politiques. Donc pour te préciser un petit peu, c'est un format de lecture. On pose des questions, on se pose des questions, on essaye d'y répondre et on débat d'éléments sur lesquels on est d'accord ou pas d'accord. Donc c'est l'occasion de le faire. Réduisons le droit de l'information contre les électeurs pour leur laisser plus de choix. Ben, non mais moi je voudrais vraiment voir la différence. S'il y avait quelque chose qui prouvait qu'il n'y avait pas de différence, voilà. Mais pour moi, vu que c'est rabâché à longueur de plateaux éditoriaux, et surtout qu'on n'arrête pas d'agiter l'épouvantail du vote utile à chaque fois, pour moi, ça a une incidence en fait. Ça a forcément une incidence, parce que s'il n'y a pas de sondage, tu ne peux pas avoir de vote utile. Donc en fait, les résultats sont bien différents. Je viens de voir qu'on peut être élu président à partir de 18 ans, et ça m'a fait imaginer le désastre. Bah, comme pour toutes les élections, en France, on peut être élu à partir de 18 ans. Mais quel désastre, du coup, ça t'a fait imaginer. On fera des sondages en Belgique pour la France, et puis c'est tout. Eh bah si, le Sénat, c'est... Alors, avant, c'était 23 ans, mais maintenant, c'est 18 ans. Ça a bien été abaissé à 18 ans. On l'a lu la dernière fois dans le rapport. Ça a été abaissé à 18 ans aussi. Il y a eu pendant longtemps où c'était 23 ans pour être candidat au Sénat. Et finalement, ça a été rabaissé à 18 ans. Et c'est assez récent. Hein, ça doit avoir 1 ou 2 décennies à peine. À peine. Mais du coup, c'est 18 ans pour les sénatoriales. C'est pour ça que je me présente. Alors non pas que j'ai 18 ans, bien que j'aimerais les retrouver. N'oubliez pas, hein, je me présente au sénatorial du Calvados en 2026. Votez pour Saslil pour un Sénat qui nage dans le Calva. Voilà. Pour un trou normand à chaque session du Sénat. Et ce sera très bien. Les effets sur les acteurs politiques. Les sondages ont également des effets réels sur la communication des acteurs politiques à destination des citoyens. Qu'est-ce qu'il appelle des acteurs politiques ? Face au risque de mise en sondage de tout propos politique, ils peuvent être utilisés à l'appui soit de stratégies de minimisation des risques, soit de maximisation des gains, ces deux tendances convergeant en faveur d'une qualité et d'une authenticité moindre de la parole publique. J'arrive pas à voir où est-ce qu'il va là, Antoine. Je comprends pas, j'ai encore du mal à comprendre ce qu'il lit. A l'inverse, des prises de position publiques à rebours des sondages peuvent apporter de façon contre-intuitive une popularité à leur auteur. C'est dans cette perspective notamment que certains politistes considèrent que la prise de position de François Mitterrand sur la peine de mort a contribué à sa victoire en 81. Intéressant, c'est vrai que l'opinion était largement contre l'abolition de la peine de mort. Intéressant. Ok, ça y est, j'ai compris où est-ce qu'il veut en venir.
Deux principaux effets des sondages politiques sur les acteurs politiques sont les suivants. Une prise en compte systématique des effets de leur communication politique sur l'opinion publique, toute prise de parole pouvant faire l'objet, de fait, d'une mise en sondage afin de recueillir l'opinion supposée des citoyens sur cette prise de position. Oula! En gros, à 18 ans, tu as forcément un gros manque de connaissances sur le fonctionnement de l'État, de la politique en général, sans parler de l'économie, et donc je doute des capacités d'un adolescent de cet âge à gouverner correctement un État. Rien qu'en tant que chef des armées, comment tu peux espérer être pris au sérieux? Et l'histoire a souvent montré ce que ça donnait quand des adolescents se retrouvaient propulsés au sommet. La comparaison n'est pas 100% juste, car aujourd'hui, la concentration des pouvoirs n'est plus d'actualité, mais rien que le manque de maturité. Manque de maturité, ça dépend des gens. C'est sûr que si n'importe qui pouvait se présenter à l'élection présidentielle, on pourrait se poser la question. Là se pose la question de recueillir les 500 parrainages quand même. Si tu as 18 ans et que tu arrives à convaincre minimum 500 maires de pouvoir te présenter à l'élection présidentielle, c'est que il y a quand même le début d'un cheminement, d'un projet, etc. Oui, voilà, tu as quand même un minimum de bagage politique que tu as certainement développé pendant justement un engagement politique avant la majorité. Donc, c'est pas que on autorise tous les gamins de 18 ans à se présenter à l'élection présidentielle, mais que si jamais il y en a qui en ont les possibilités, qu'ils puissent au moins tenter, puisque sinon ça voudrait dire que artificiellement il y aurait un âge de maturité pour toute personne. Or, on n'est pas tous matures en même temps aux mêmes années. Et puis, sur tous les sujets, on n'est pas mature de la même façon. On peut très bien être très mature sur des sujets politiques, de diplomatie, de relations internationales, de commerce, etc. Et à l'inverse, manquer de maturité sur d'autres sujets, notamment politique économique, par exemple, voilà, ou que sais-je encore. Pour moi, droit de vote égale droit d'éligibilité. Sinon, c'est bizarre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. À partir du moment où tu peux choisir tes responsables, tu as le droit de choisir de devenir responsable, justement. Pour moi, ça va de pair. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'au contraire, ça participe à l'infantilisation de dire l'inverse. De dire non, mais on peut pas laisser... faut pas laisser les jeunes s'intéresser à la politique. Faut surtout pas qu'ils s'engagent. Faut surtout pas qu'ils se fassent une opinion politique. Attendez au moins 30 ans avant de vous présenter. Hein, voilà. Ce serait bête que vous ayez des idées à faire valoir. Voilà. Pour moi, c'est plus de l'infantilisation qu'autre chose. Et c'est un discours qu'on a entendu pendant très longtemps, ce qui faisait qu'on n'avait pas le droit de vote à 18 ans. Perso, tu me propulses au pouvoir, je transporte le pays en militocratie, ne votez pas pour moi. Le truc, c'est qu'encore une fois, pour la présidentielle, il y a un garde-fou. Il y en a même deux, en fait, finalement, quand on analyse ça. Premièrement, il faut recueillir les 500 parrainages. Donc, convaincre 500 maires d'appuyer ta candidature. Et quand on voit certains appareils politiques qui ont du mal à recueillir les 500 parrainages, c'est pas gagné d'avance. Deuxièmement, il te faut une majorité à l'Assemblée nationale. Coucou François Bayrou. Voilà, pour rester dans l'actualité. Parce que si t'as pas de majorité, tu peux bien avoir tous les axes programmatiques les plus déglingués au monde et être élu président de la République. Et si t'as pas la majorité, tu peux rien mettre en place. Donc je dirais qu'il y a deux garde-fous à ce niveau-là qui fait que... voilà. Et donc, de fait, dans tous les cas, il te faut une majorité d'électeurs. Peu importe, que ce soit lié aux 500 parrainages, que ce soit lié à la victoire à la présidentielle et que ce soit lié à la victoire aux législatives, il te faut une majorité. Et en fait, il ne te faut pas simplement une majorité une fois, mais du coup 4 fois pour les 2 tours de la présidentielle et pour les 2 tours des législatives. Donc, c'est pas donner le pouvoir à n'importe qui. Sachant qu'au contraire, moi, je serais partant à l'idée de donner sa chance à la société civile, des gens qu'on formerait comme ça, à pouvoir occuper des fonctions pour voir un petit peu ce que ça vaut et de sortir justement des appareils de parti. Il y avait l'année dernière, j'avais entendu sur un stream quelqu'un qui plébiscitait une réforme de la République, un changement des institutions, et notamment le fait qu'on ait un Sénat citoyen.
plus un Sénat des territoires, mais un Sénat citoyen tiré au sort. Le fait que tous les 5 ans, on tire 348 personnes au sort qui vont siéger au Sénat, formées un an en avance sur les questions, sur les questions de comment on fait la loi au Sénat, pour voir justement ce que ça peut donner, parce qu'on a des exemples de situations qui fonctionnent comme ça, notamment toutes les conventions citoyennes qui sont par essence tirées au sort. Eh bien, les personnes, c'est des gens qui n'y connaissent souvent rien à la politique, eh bien, qui sont formés au fait de faire des préconisations, d'auditionner des gens, de poser des questions, d'écrire des rapports, etc. Et de fait, eh bien, ça produit des résultats très intéressants, les conventions citoyennes. La reprise de ces travaux par le personnel politique est une autre chose, hélas, mais les conventions citoyennes produisent des effets très intéressants. Et donc, un Sénat citoyen tiré au sort tous les 5 ans, avec une formation en amont, pourrait être intéressante pour justement relégitimer une institution, et puis pour le coup avoir une véritable chambre qui serait de fait, par le principe du tirage au sort, représentatif de la société française en tout temps. Donc moi, j'étais particulièrement intéressé à cette idée, voilà, d'avoir un Sénat citoyen qui pourrait peut-être redonner du souffle à nos institutions, justement. Parce que justement on est actuellement en crise politique et que peu importe la situation, on a du mal à voir par quel bout on peut en sortir sans en être affaibli. Et du coup, je me dis que ça pourrait être une solution. Tu tires au sort comment alors qu'il n'y a même pas de base de données exhaustive? Voilà, ça on l'a vu par contre, et c'est ça le problème, c'est que du coup, on s'est rendu compte avec les autres VOD, c'est qu'il n'y a même pas une base électorale unique dans laquelle piocher au sort. Parce que pour ça, oui, il faudrait réellement tirer 348 personnes au pif, et pas faire un espèce de corpus en disant, eh bien tel département ce sera tant, tel département ce sera tant, parce que de base, ça biaise le tirage au sort, de fait. Alors que si c'est une base unique, eh bien tu peux le faire. Or, on n'a pas de base unique, donc le tirage au sort, il va se faire voir à l'échelle du pays, quoi. Ça veut dire que tu forces des gens qui n'ont pas envie. Après, en même temps, propose à quelqu'un de devenir sénateur. On verra s'il refuse. On verra s'il n'a pas envie pendant longtemps. On lui dit pendant 6 ans, voire même 7 du coup, le mandat de sénateur. Salut Stéphane, bienvenue sur ce stream. On est en train de parler d'un Sénat citoyen tiré au sort pour revitaliser nos institutions. Donc on est un petit peu... c'est une parenthèse, hein, mais elle est intéressante. J'ai envie de dire, tu tires quelqu'un au sort, tu lui proposes pendant 6 ans d'être sénateur et d'avoir 1 an de formation. Va me dire que la personne va dire « Non, j'ai pas envie. Non, vous me faites chier, j'ai pas envie. » Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui refuseraient. Et puis de toute façon, justement, on peut toujours... s'il y a 30% qui refusent, c'est la merde. Après, t'inventes un système où en fait, t'as une espèce de liste d'attente. En fait, tu tires 348 personnes au sort, et en fait, t'en tires plutôt 746 ? Non, 698 ? Bref, le double. Comme ça, t'es vraiment sûr. Et en fait, dès qu'il y en a un qui refuse, si jamais ça arrive, tu prends le premier sur liste d'attente, ensuite tu prends le deuxième, le troisième, etc. Voilà, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et je dis le double parce que c'est voir large. En général, pour le coup, parce que j'ai vraiment vu des tirages au sort pour composer des espèces d'assemblées et tout, jamais personne refuse. Une espèce de liste d'attente finalement. Par contre, là, la question est intéressante, oui. Quelle clé pour mettre les personnes sur liste d'attente ? Est-ce qu'on fait par ordre alphabétique ? Voilà, est-ce qu'on fait par ordre alphabétique ? Est-ce qu'on fait par année de naissance ? Est-ce qu'on fait par localisation géographique ? Ouais, c'est compliqué, hein. Ça pose la question de la clé de classement. Une liste d'attente, ça a une fin, ce qui n'est pas logique. Comme la liste dans laquelle on pioche les 348 premiers noms, elle a une fin. Mais du coup, pour avoir vu, moi, 3 tirages au sort sur un échantillon de, du coup, 50 personnes à chaque fois, 50 personnes ont été tirées au sort, personne n'a dit non.
Donc ce qui fait sur 150 personnes, 0 refus, ça fait pratiquement la moitié d'un Sénat, tu vois. C'est pour ça que je te dis que rares seraient les personnes, et en plus, c'était pas pour faire des trucs où c'était payé et tout. Là, tu proposes aux personnes d'être payées, d'être formées, d'avoir des avantages et tout. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui refuse. Bref, cette parenthèse fut intéressante, mais on s'est un petit peu écarté du sujet. Je propose qu'on revienne dans le sujet sur les sondages qui va nous faire soulever d'autres questionnements. Mais c'est très intéressant. À la limite, on pourra en discuter plus après. Mais là, je nous propose de reprendre pour ne pas non plus que la VOD dure 15 ans. Hein. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Dans le doute, je vais relire le petit paragraphe. Les 2 principaux effets des sondages politiques sur les acteurs politiques sont les suivants. Une prise en compte systématique des effets sur leur communication politique, de leur communication politique sur l'opinion publique, toute prise de parole pouvant faire l'objet de fait d'une mise en sondage afin de recueillir l'opinion supposée des citoyens sur cette prise de position. Un suivi attentif des sondages de popularité mis en œuvre dans le cadre de Brawling et de sondages d'intention de vote, y compris lors d'élections internes qui peuvent déterminer une position stratégique interne, par exemple lors d'une primaire ou d'un congrès au sein d'un parti politique donné. C'est vrai qu'il y a ça aussi, les primaires, les congrès et tout, il y a toujours des sondages en fait là aussi. Les effets sur les comportements électoraux. Attendez. Parce que j'ai le nez qui gratte et ça m'énerve. Je reviens. Les effets des sondages sur les comportements électoraux font l'objet d'un débat intense qui n'apparaît pas tranché. Bah oui, on l'a eu déjà tout à l'heure et on va continuer à l'avoir, je le sens. Comme l'a relevé M. Alain Garrigou lors de son audition, en matière de vote, s'il y a longtemps que les électeurs calculent, les sondages ont la capacité de modifier leur comportement, car les sondages ont beaucoup accentué pour eux la dimension stratégique et tactique. Ok, donc il y a réellement un effet. Ils peuvent parfois faire diminuer la participation. Certains électeurs considèrent que ce n'est pas la peine de se déplacer pour aller voter, non parce qu'ils ne trouvent pas de candidats qui leur conviennent dans l'offre électorale, mais parce que ces candidats n'ont aucune chance d'être élus. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu aussi l'effet inverse. Se dire de toute façon, bah, mon candidat va être élu, il est bien placé dans les sondages, donc j'irai pas voter. Moi, je voyais ça dans les élections étudiantes aussi. Voilà. En résumé, les sondages donnent une base statistique juste ou fausse à ces calculs d'anticipation, ce qui ne favorise pas la participation. Déjà, voilà, un problème sur la participation. Votre rapporteur considère que cet effet des sondages est parfaitement délétère sur la qualité du processus électoral. En l'espèce, les sondages tendent, comme il l'a déjà évoqué, à réduire la politique à une course de petits chevaux et à contraindre de façon subreptice les choix des électeurs. Ouh, il arrive à glisser subreptice dans son rapport. GG. Je mettrai plus un point sur la copie pour avoir glissé subreptice. Nul n'a envie, en effet, d'aller voter pour un candidat qui n'a aucune chance de l'emporter. Dans ces conditions, les sondages tendent à polariser le vote et à filtrer les candidatures en fonction de la probabilité, réelle ou supposée, d'accéder à la victoire. Ça, c'est intéressant, parce que ce discours, je l'ai beaucoup entendu aussi. De toute façon, ça ne sert à rien, il ne sera pas élu. Voilà. Et donc, de fait, bah oui, ça devient une prophétie autoréalisatrice, et donc, de fait, ça transforme le résultat de l'élection. Cette mécanique peut d'ailleurs faire l'objet de stratégies politiques des candidats et de leurs militants qui peuvent appeler à un vote utile, voilà, on l'a vu tout à l'heure, en faveur de leur champion, estimé comme ayant le plus de chances de l'emporter au premier ou au second tour. Autrement dit, l'appel à choisir un candidat d'un camp politique dont on est plus éloigné idéologiquement en favorisant dans son vote l'anticipation d'une victoire possible plutôt que la proximité que l'on peut avoir avec tout ou partie de son programme. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on en arrive à une situation où on préfère privilégier la place qu'occupe un tel ou un tel dans les sondages plutôt que la proximité idéologique et programmatique avec ce candidat.
Une stratégie qui repose exclusivement sur la position d'un candidat ou d'une candidate dans le champ sondagier et par extension médiatique. Et oui, parce qu'en plus, du coup, les deux sont liés. Or, cette stratégie pose un problème de fond dès lors qu'elle repose, in fine, sur des outils sondagiers totalement opaques, sans valeur scientifique et qui commettent des erreurs parfois considérables, comme on a pu le voir pour l'élection présidentielle de 2022 ou les élections législatives de 2024. Voilà, effectivement. Ainsi, dans l'élection présidentielle de 2022, des soutiens du candidat Yannick Jadot ont argué de son score flirtant avec la barre des 5% dans les sondages et de l'écart supposé dans ces mêmes sondages entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Jusqu'à 6 points pour certains instituts contre 1 point dans le vote réel. Ouf, 5 points d'erreur, hein. Oh la vache! Pour inciter à un vote permettant à Yannick Jadot d'atteindre le seuil de 5%, permettant le remboursement de ses frais de campagne. Seuil qui n'atteindra pas, son score final étant 4,63% des suffrages exprimés. Ah ouais? Il n'a pas fait non plus... Jadot avait pas fait 5% en 22. Oh ouais. La même logique avait été appliquée 5 ans plus tôt par les soutiens de Benoît Hamon, cette fois avec succès, puisqu'il avait atteint 6,36% des suffrages exprimés, alors même que le candidat socialiste avait un temps hésité à retirer sa candidature au profit de celle de Jean-Luc Mélenchon, avant d'y renoncer dans l'objectif assumé d'obtenir le remboursement des frais de campagne engagés par son parti, 15 millions d'euros. Il n'y a que 4 candidats qui ont eu le remboursement. Ah oui, d'accord. On a dû rembourser 5 millions de dettes, ça pique. Ouf, ah oui, effectivement. Au-delà, je vais y arriver, de leurs effets sur les petits candidats, les sondages influencent également la bataille électorale entre les favoris, que ces derniers soient les favoris d'un camp ou les favoris de l'élection. Un cas type d'utilisation des sondages dans le cadre d'une pré-campagne électorale interne, la grande enquête Hexagone-IFOP concernant l'élection présidentielle 2027. Créé en 2024, le think tank Hexagone, financé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin via le projet Périclès, c'était donc ça, a commandé à l'IFOP un sondage d'intention de vote en vue de l'élection présidentielle de 2027. Ce sondage, réalisé sur un échantillon de 10 000 personnes, ce qui constitue un échantillon exceptionnellement élevé 2 ans avant une campagne présidentielle, ne comportait pas de scénario testant la candidature de Marine Le Pen, récemment déclarée inéligible le 31 mars 2025 suite à la suite d'une condamnation pénale. L'annonce de la publication de ce sondage a eu lieu le 27 avril, suscitant une vive réaction du Rassemblement national et notamment du député Jean-Philippe Tanguy. Silence! Silence pour la France! Qui a dénoncé une exclusion biaisée et prématurée. Ah bah se faire biaiser n'est jamais très agréable, hein, ça je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez. Un sondage complémentaire intégrant Madame Le Pen a ensuite été réalisé, mais sur un échantillon réduit de 2000 personnes, ce qui en limite la comparabilité statistique. Bah oui, tu peux pas comparer. Cette différence d'échantillonnage n'a d'ailleurs pas toujours été rappelée par les différents médias qui ont repris ces résultats. Oh, comme par hasard. Oh, eh ben voyons. Il s'agit d'un exemple typique d'utilisation d'un sondage pour faire exister une candidature, celle de Bardella, dans le champ médiatico-politique. Bah oui, je rappelle que Pierre-Édouard Stérin veut faire gagner le Rassemblement national en 2027 et on s'étonne de voir un sondage qui place, le premier sondage qui place Bardella en position de candidat, alors que tous les autres sondages parlaient toujours de Marine Le Pen, financés justement par Pierre-Édouard Stérin. Déduisez-en ce que vous voulez. Et on a pu aussi constater la réaction de personnalités du champ politique, estimant qu'un tel sondage visait aussi à enterrer une autre candidature, celle de Marine Le Pen. Enfin, certains ont vu dans ce sondage une stratégie pour diviser sciemment le Rassemblement national et, compte tenu des révélations du Monde, avec un certain succès, pour faire émerger une troisième candidature de droite réactionnaire hors RN, celle de Bruno Retailleau. Commission d'enquête et révélation du journal Le Monde. Vous voyez de quoi il fait référence là? Parce que c'est quoi les révélations du Monde là-dessus? Révélation du Monde? Ça me parle absolument pas. Zemmour a pu rembourser ses frais. Ah ouais, bah oui, c'était lui le 4e. Oh la vache. Oh là là là.
Comme l'a indiqué M. Alexandre Dézé, chercheur lors de son audition, on distingue en général deux grands types d'effets des sondages sur le processus électoral. Un effet bande-wagon, qui conduirait les électeurs à davantage opter en faveur du candidat le plus susceptible de remporter l'élection, mécanisme du vote utile, et un effet underdog qui conduirait à l'inverse les électeurs à s'orienter davantage vers le candidat annoncé perdant qu'ils souhaiteraient soutenir afin de lui faire franchir un cap particulier. Ah, le cap Coupa, bien sûr. Ça me rappelle Glucksmann sur le cap Coupa. Monsieur Dézé estime toutefois que les hypothèses parfois formulées au sujet de certains candidats, souvent décrites a posteriori, selon lesquelles par exemple Jacques Chirac aurait bénéficié d'un effet underdog en 1995 ou Emmanuel Macron d'un effet bande-wagon en 2017, sont, d'un point de vue méthodologique, impossibles à prouver, faute de pouvoir isoler l'effet propre des sondages sur la production de comportements électoraux dépendant d'un ensemble très complexe de variables, notamment sociales. D'accord, ah oui, donc il faut que je retienne les mots. Bande-wagon, candidat le plus susceptible de remporter l'élection. Underdog, les petits candidats pour atteindre des scores particuliers. Quoi ? Mais un effet underdog en 95 pour Chirac ? Ah mais... Non. Attendez. Parce que c'est en 95. C'est Chirac contre qui ? Je me souviens plus. Oh là là. Mais il y aurait un effet underdog ? Putain, c'est curieux ça. Parce que j'aurais plutôt dit un effet bande-wagon pour Chirac en 95. Surtout en 95. Ça aurait été Chirac aux autres élections, enfin aux élections avant, présidentielles d'avant. Pourquoi pas underdog ? Souvenir Chirac face à Balladur qui était favori. En plus de Jospin. Ah, c'est là Chirac, Balladur, Jospin. Ok. Ah bah non, ok, ouais. Non, si, c'est bon. Ah bah je confondais avec 2002 alors. Il n'y avait pas Balladur en 2002. En fait, je crois que je suis en train de tout confondre. Non mais si, du coup. Oui. L'élection avec le trio, là, oui. Chirac, Balladur, Jospin, oui. Ok, je comprends l'effet underdog, oui. C'était clairement Balladur qui était favorisé dans les sondages, justement. L'underdog, c'était le berger allemand borgne. Certes. Et on ne remercie pas, d'ailleurs. Un cadrage problématique du débat public par les sondages. Alors, attention, on a déjà mis les pieds dans le plat, mais on va les mettre encore plus dans le plat. C'est-à-dire qu'on va commencer à remuer les petons dans le gratin. Voilà. L'agenda et le cadrage politique influent profondément sur les déterminants du vote des électeurs. Ce ne sont pas seulement les préférences individuelles ou les valeurs personnelles qui orientent les choix électoraux, mais aussi, et peut-être surtout, la manière dont les enjeux sont hiérarchisés, nommés et mis en scène dans l'espace public. À ce titre, l'un des instruments les plus puissants de cette construction de l'opinion est le sondage. Loin d'être un simple outil de mesure neutre et descriptif, le sondage fonctionne comme un véritable levier de cadrage politique, en participant activement à la définition des thèmes légitimes, des préoccupations supposées majoritaires et du bon sens présumé des citoyens. N'oubliez jamais que quand quelqu'un vous parle de bon sens, c'est que justement ça ne l'est pas. C'est le principe, c'est le paradoxe du bon sens. Comme le montre M. Vincent, alors j'ai envie de dire Tibéri, mais comme c'est un J, je vais dire Vincent Tibéri, mais je suis pas sûr. Les sondages ne se contentent pas de refléter les attitudes existantes. Ils contribuent à faire exister politiquement certains sujets, en les installant dans le débat public avec la force de l'évidence chiffrée. Déterminant lors des élections, M. Vincent Tibéri estime qu'aux élections de 81, si les Français avaient voté en fonction de leurs opinions sur les étrangers, François Mitterrand n'aurait sans doute pas été élu. Autrement dit, le cadrage peut faire gagner un candidat et en faire perdre un autre. En orientant l'attention vers certains sujets plutôt que d'autres, les sondages contribuent à structurer le terrain électoral et donc à influencer directement l'issue d'une élection. Mais est-ce que c'est directement les sondages ou est-ce que c'est plutôt la récupération qui est faite par les plateaux électoraux, les plateaux éditoriaux avec leurs agendas éditoriaux aussi ? Justement de mettre plus en avant certaines questions soulevées par les sondages et au contraire à taire ce qui ne va pas dans le sens de leur agenda.
On peut poser aussi la question. Même si sur les sondages d'opinion, pour le coup, je critique fortement la méthodologie employée et surtout la formulation des questions. Parce que la formulation des questions qui est sans équivoque pour faire déjà pencher dans un camp, je ne sais plus quel directeur d'institut de sondage qui disait que quand vous faites un sondage d'opinion, vous savez déjà la réponse que vous voulez obtenir. En fait, faut déjà que vous ayez la réponse que vous voulez obtenir. Il y avait je me demande si c'est pas encore le directeur de l'IFOP qui avait dit ça. Par contre, ça remonte à un peu plus loin. Ça remonte à 2023, je crois. C'était pas pendant la commission. Une France qui ne se droitise pas. Pour évaluer rigoureusement la réalité de la droitisation de la société française, M. Vincent Tibéri élabore une méthode reposant sur des indices longitudinaux permettant de suivre sur plusieurs décennies les préférences politiques des citoyens. Ces indices de préférence sociale, de préférence culturelle et de tolérance sont construits à partir de centaines d'enquêtes répétées entre 1978 et 2023. Tiens, 2023. Ils permettent de mesurer des tensions autour de normes, des équilibres entre valeurs antagonistes et les tensions qui peuvent amener à faire basculer vers plus ou moins de tolérance, d'égalité ou de liberté. L'indice de préférence sociale mesure les demandes de justice sociale et de redistribution. Concrètement, les demandes de redistribution ont fortement chuté après l'élection de François Mitterrand en 1981, puis remonté avant la victoire de la gauche plurielle en 1997. De nouveau, à la hausse pendant les années 2000, l'indice atteint un pic en 2011, traduisant un haut niveau de soutien à la redistribution. Après une baisse drastique sous la présidence de François Hollande, il remonte à partir de 2016 pour atteindre 53 points en 2023, un niveau élevé montrant que, depuis 2016, ces demandes remontent. Depuis 2018, les demandes sociales sont au plus haut depuis 1962. Faudra m'expliquer ce que ça vient foutre ici. Et c'est justement pour là, c'est une réponse à charge de tout ce qu'on entend sur les plateaux éditoriaux qui ne cessent de dire la France se droitise, la France se droitise. En plus, ça cite Vincent Tibéri, son ouvrage qu'il a sorti en 24, La droitisation française, mythe et réalité, parce qu'en fait on n'entend parler que de ça, on dit ça, mais les Français veulent entendre parler de ça, donc la France se droitise, les Français veulent entendre parler de ça, la France se droitise. Or là, il est en train de nous prendre un exemple justement pour nous dire que non, il y a toujours des questions qui montrent qu'il n'y a pas plus de droitisation. C'est juste que l'analyse et l'impact des plateaux éditoriaux a fortement influencé le débat public. L'indice de préférence culturelle, qui porte sur la peine de mort, la sévérité des tribunaux, la place des femmes, la tolérance à l'endroit des homosexuels, suit une tendance plus linéaire, largement expliquée par le renouvellement générationnel. Si l'indice varie moins que le social, il reste orienté à la hausse. Illustre une France qui se montre aujourd'hui plus libérale culturellement que dans les années 80, en dépit de la persistance d'un bruit médiatique conservateur. En effet, l'indice de préférence culturelle a bondi de 20 points en 40 ans. Donc là, c'est moins un coup de hausse et de petites baisses comme ça en mode guirlande de Noël, mais c'est plus en mode ça monte progressivement depuis 40 ans, et 20 points quand même pour le coup. L'indice de tolérance, enfin, évalue généralement l'attitude vis-à-vis des immigrés. Il montre des progrès notables sur le long terme, malgré des reculs ponctuels dus à certains cadrages politiques ou médiatiques. Si l'indice reste très sensible au contexte, mais globalement, il suit tout de même une pente ascendante. De fait, alors que l'indice de tolérance était d'environ 45 points en 1980, il atteint aujourd'hui 65 points, ce qui démontre un haut seuil de tolérance dans la population française. La peine de mort est stable à 50% et ça remonte un peu. Et malgré ça, on ne met pas ce sujet à l'ordre du jour, heureusement. Le constat global du sociologue est donc clair et étayé. Il n'y a pas de droitisation par en bas. La société française, loin de se refermer, évolue vers plus de justice sociale, d'ouverture culturelle et de tolérance. C'est précisément cette réalité, fondée sur des données de long terme, qui contraste avec les cadrages médiatiques ou les dynamiques électorales du moment.
Pourtant, cette résistance, qui oppose les citoyens français au large tournant conservateur observable de la France d'en haut, ne trouve qu'une très faible traduction dans les votes. Donc, d'accord, il y a un effet, ok, c'était une phrase. Une France qui ne se droitise pas, mais qui vote à droite par l'effet de cadrage. C'est donc ça ce que veut dire Antoine Léaumont. Si les valeurs des Français ne se sont pas droitisées, pourquoi a-t-on alors l'impression d'une société de plus en plus à droite ? C'est à cet apparent paradoxe que Vincent Tibéri répond en montrant que la droitisation n'est pas venue par en bas, mais s'est imposée par le haut via un cadrage intellectuel, médiatique et politique des enjeux contemporains. Il parle d'une droitisation par en haut, c'est-à-dire d'une domination des interprétations conservatrices dans les sphères du débat public, qui ne reflète en rien l'état réel de l'opinion. Cela permet de crédibiliser les acteurs porteurs d'une certaine manière de penser, et cela aboutit même à ce que les acteurs qui devraient s'y opposer l'acceptent finalement. Vincent Tibéri en conclut que le cadrage a permis au Rassemblement national de jouer à domicile. Il fait la campagne présidentielle dans le rapport. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pas compris. Cette déconnexion s'explique notamment par les effets de cadrage produits dans le débat public. Monsieur Vincent Tibéri s'appuie sur les théories classiques de la science politique. Les débats ne disent pas aux citoyens ce qu'ils doivent penser, mais à quel sujet il faut penser, l'effet d'agenda, et selon quel angle aborder une question, l'effet de cadrage. Effectivement, ça, ce sont deux concepts de la science politique qu'on apprend tout au début quand on fait des études politiques, dans n'importe quel institut d'études politiques, que ce soit les IEP un peu partout ou bien Sciences Po. C'est quelque chose que tu apprends dès le début, de dire que si tu veux être crédible et être en mesure de gagner des élections, eh bien, toute ta parole doit penser, raisonner et être organisée autour de l'effet d'agenda et l'effet de cadrage. Sinon, tu te fais rouler dessus par les autres. Tu dois conditionner ce que les autres doivent entendre de ta bouche. C'est très clairement fait pour appuyer la candidature de Mélenchon ou LFI. C'est Antoine Léaumont qui a écrit. Ce serait un peu con qu'il appuie une candidature de Glucksmann. Au contraire, qu'il veuille enfoncer Jean-Luc Mélenchon. Aux dernières nouvelles, il ne fait pas partie des purgés de LFI, Antoine Léaumont. Monsieur Tibéri évoque un véritable travail de requalification idéologique où certains acteurs ont su capter des notions historiquement progressistes, comme la République, la laïcité ou même le féminisme, pour les reformuler à leur avantage. C'est ainsi que des discours culturalistes ou ethnicisants ont pu devenir dissibles, acceptables, voire dominants, alors même qu'ils seraient massivement rejetés si on posait directement la question aux citoyens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a un effet d'agenda et un effet de cadrage qui posent ces questions-là, et malgré ça, on note quand même un besoin de progressisme d'une manière générale, à tel point qu'on en est arrivé justement la dernière grande victoire en date, qui est la constitutionnalisation de l'IVG à une très forte majorité par le Congrès de la République, qui montre réellement que si la sphère médiatique a son agenda, le personnel politique est plus en phase avec les revendications des citoyens. Cette stratégie produit ce que Tibéri appelle un bruit de fond conservateur. Ah oui, mais il refait des ibidem constamment relayé par certains plateaux télé, chroniqueurs ou essayistes, qui entretient et rend évident le conservatisme d'atmosphère dans lequel baigne la France des années 2020. Ce bruit de fond donne l'illusion d'un consensus conservateur, notamment sur les questions migratoires, culturelles ou identitaires. Pourtant, les enquêtes montrent que la plupart des citoyens ne connaissent même pas les concepts les plus médiatisés. Sur le wokisme, 15% des répondants voient précisément de quoi il s'agit, contre 65% qui n'avaient jamais entendu parler. Intéressant. Alors là, très intéressant. Ah ouais. Donc c'est flou, sauf pour ceux pour qui c'est devenu une marotte et qui en font des cauchemars la nuit. Ouais, intéressant. Et pourtant, ça devient un enjeu de cristallisation du débat, alors que 2/3 des Français n'en avaient jamais entendu parler, quoi. C'est intéressant. Une mécanique bien rodée.
L'un des leviers majeurs de ce cadrage est constitué par les sondages d'opinion qui jouent un rôle central dans la construction d'une perception souvent déformée de ce que pensent réellement les citoyens. De nombreux chercheurs insistent sur le fait que ces instruments, trop souvent perçus comme neutres, participent activement à faire exister politiquement certains sujets, en leur donnant une existence chiffrée et donc légitime dans l'espace public. Ils ne se contentent pas de refléter l'opinion, ils la fabriquent autant qu'ils la mesurent. Bon bah voilà, si on en doutait du point de vue d'Antoine Léaumont, au moins on est fixé. L'exemple donné par M. Vincent Tibéri du grand remplacement est éclairant. Le grand remplacement désigne une théorie complotiste et raciste selon laquelle les populations européennes risqueraient de disparaître au profit des populations africaines. Cette thèse ubuesque, sans aucun fondement scientifique, sert à la droite et l'extrême droite pour produire un discours politique raciste et xénophobe. En octobre 2021, un sondage Harris Interactive affirme que 67% des répondants pensent qu'un tel phénomène va se réaliser. Pourtant, M. Tibéri précise que plusieurs sondages ont interrogé sur cette théorie, notamment lors de la campagne présidentielle de 2022, sans préalablement vérifier le niveau de connaissance de leurs enquêtés. Il souligne le danger méthodologique d'un tel procédé. Les enquêtés sont placés face à un concept qu'ils ne maîtrisent pas, mais à propos duquel ils doivent malgré tout se positionner. Cela revient à accorder une légitimité à la question posée et donc au cadre idéologique dans lequel elle s'inscrit. Bah oui, parce que du coup, on demande aux gens de se positionner, mais on ne demande pas aux gens de demander la pertinence de la question. Et c'est ça qui est vicieux avec les sondages d'opinion. C'est qu'on ne questionne pas la pertinence de la question. Comme le résume M. Tibéri, dans ce cas précis, l'important n'est pas que les citoyens pensent comme on le voudrait, mais plutôt de persuader un nombre suffisant d'acteurs politiques et médiatiques que les citoyens pensent ainsi. Ce qui est très vicieux du coup. Parce que du coup, quand bien même l'opinion ne penserait pas ça, le but c'est de convaincre les acteurs politiques que l'opinion pense comme ça, et donc d'ouvrir la fenêtre d'Overton sur des sujets sur lesquels les gens n'attendent rien. En d'autres termes, les sondages produisent des effets politiques en amont du débat, en influençant la perception des élites, des journalistes et des candidats sur ce que serait l'opinion publique. Ah, faut que je boive, j'ai déjà plus de voix. Bah, ça fait déjà 1 heure, mine de rien. Alors, l'imposition de problématiques. Ça va le chat? Vous arrivez toujours à suivre? Le premier niveau du cadrage tient dans la construction même des sondages et notamment dans le choix des questions, leur formulation et leur mise en contexte. Comme l'explique... Pardon, excusez-moi. Je le fais qu'une fois, mais je peux pas refuser une telle blague. Voilà, je suis désolé de faire des blagues aux dépens de cette personne. Voilà, je le fais qu'une fois et après on n'en parle plus. Donc, comme l'explique Patrick Champagne, le système sondagier procède à l'imposition de problématiques, le détournement du sens des réponses par les commentateurs de sondage, ou encore la production d'une opinion publique artefactuelle, au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'existe que par l'enquête et non en soi. En d'autres termes, l'opinion n'est pas révélée par les sondages, elle est fabriquée par lui. Ce processus débute avec la sélection des thèmes à sonder. C'est déjà définir ce qui mérite d'être pensé et mesuré au détriment d'autres préoccupations sociales non interrogées. C'est ce que je vous disais. Un sondeur sait déjà la réponse qu'il veut obtenir aux questions qu'il va poser. L'autorité des sondages. Ce cadrage s'opère aussi par l'autorité acquise par les instituts de sondage, désormais reconnus comme ayant le monopole de la connaissance scientifique de la volonté populaire. Patrick Champagne, et je n'ai pas de blague à faire là-dessus, parle même de la mise en place d'un système politico-médiatico-sondagier, nom de Dieu, dans lequel les sondeurs jouent désormais un rôle de premier plan. Les sondeurs ne sont plus des observateurs, ils participent à la définition de la réalité politique en sélectionnant les sujets à investiguer et en imposant leur rythme et leur logique aux autres acteurs, les médias, les candidats, les partis. La domination médiatique des mieux placés. D'ailleurs, c'est très intéressant tout ça. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est très intéressant.
Rappelez-vous, je vous avais expliqué que un rapport parlementaire, quand il y a dissensus entre le président et le rapporteur, chaque paragraphe ou chaque partie est signé de la personne qui a un désaccord. Et donc c'est pour ça que des fois on trouve des paragraphes avec marqué votre rapporteur ceci, le président cela, je considère ceci, je considère cela. Quand c'est pas précisé, c'est que ça fait consensus au sein de la commission. Donc là, tout ce qui a été rapporté par Antoine Léaumont, tout ce qu'on est en train de lire sur les sondages est confirmé et validé par les membres de la commission d'enquête. J'avais pas fait attention à ça parce que justement, quand il y a eu la publication du rapport, on avait tôt fait de dire que c'était un rapport purement LFI qui n'était signé que de LFI. Or là, on est en train de voir que tout le monde a signé ça, que ce soit le président de la commission, que ce soit les membres des groupes politiques et tous les membres d'ailleurs, puisqu'on voit aucunement des groupes politiques refuser les conclusions du sondage et du rapport. Donc c'est très intéressant de voir que sur certains points, enfin sur la très grande majorité du rapport, ça fait unanimité et donc c'est pas simplement le rapport d'Antoine Léaumont, mais qu'il y a bien un rapport, un travail complet de la commission d'enquête. C'est toujours intéressant de le resignaler. Ce cadrage s'opère aussi par l'autorité acquise par les instituts de sondage, désormais reconnus comme ayant le monopole. Ah non, mais ça on l'a déjà lu. La domination thématique des mieux placés. Les effets de cadrage s'entendent donc au champ médiatique, où les résultats des sondages deviennent le socle de la mise en scène du débat électoral. Ainsi, Patrick Champagne dénonce une prolifération incontrôlée des sondages préélectoraux qui encouragent une lecture médiatique de la campagne peu propice à un débat de fond sur les enjeux de l'élection. On rappelle du coup que les interventions et les débats électoraux, c'est plus sur à quel point vous êtes placé dans les sondages et moins sur les idées. C'est quand même paradoxal dans une élection où le but c'est la confrontation des programmes et des idées. Le débat n'est plus structuré par des programmes, mais par la hiérarchisation des candidats et des thèmes qu'ils portent à partir des courbes de popularité. Bon bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Le cadrage s'opère alors par la hiérarchisation des candidats et des thèmes qu'ils portent en fonction de leur position dans les intentions de vote. Ce ne sont plus les programmes ou les clivages idéologiques qui structurent le débat, mais les dynamiques de popularité telles que captées et amplifiées par les sondages. Le favori impose ses enjeux. Être en tête dans les sondages, c'est aussi fixer les termes de la discussion. Donc voilà, donc tout ça participe à biaiser le débat public et notamment tous les débats électoraux. La circulation circulaire de l'information. Le cadrage opéré par les sondages est renforcé par un phénomène de boucle auto-entretenue que Nicolas Hubé appelle circulation circulaire de l'information. Les résultats sont repris par les médias, interprétés par les éditorialistes, mobilisés par les candidats, puis mesurés à nouveau par d'autres sondages, dans un cycle où ces thématiques s'imposent artificiellement comme dominantes. On assiste à une sorte de prophétie autoréalisatrice. Ce qui a été mesuré comme important devient important simplement parce que c'est mesuré et repris. C'est littéralement comme si je vous disais que les abeilles produisent du miel parce qu'on mange du miel. Voilà. C'est exactement ça en fait le truc, le paradoxe des sondages. Dans cette boucle, la position des sondeurs devient centrale. Ils deviennent des figures d'autorité incarnant une parole d'expert. Nicolas Hubé parle même de substantiation des sondages, c'est-à-dire la transformation d'un chiffre en sujet politique à part entière. Oui, ça aussi. Pardon, mais moi, ça me sort par les oreilles, mais les plateaux qui te font 4 heures entières sur un chiffre entier pour dire pourquoi c'est ce chiffre-là et pas tel chiffre, merci, mais non merci. J'avais expliqué hier dans le François Bayrou Direct que j'étais doué en brodage de tapisserie sur mes sujets de partiel à la fac, mais pas autant que ça. Pardon, mais les journalistes des chaînes d'infos en continu, la seule expertise qu'ils ont, c'est de broder sur or et rien. En fin de compte, les sondages d'opinion ne sont pas seulement un reflet de l'état de la société, ils deviennent un rouage du cadrage politique, un instrument de la droitisation par le haut, en donnant une apparence de légitimité statistique à des thèses largement minoritaires dans la société.
Ce rôle performatif du sondage explique pourquoi, dans un contexte où les valeurs progressistes dominent en profondeur, la scène électorale et médiatique peut donner le sentiment inverse, comme si la société basculait à droite. Dans une France où les valeurs progressistes restent dominantes, les sondages contribuent à installer un imaginaire conservateur qui ne reflète pas la société, mais finit par gouverner ces élections. Très bonne conclusion de toute cette partie qu'on vient de lire. Je trouve très synthétique. Mais il ne suffit pas de constater que les sondages ont des effets. Encore faut-il comprendre que ces effets sont connus, anticipés et stratégiquement mobilisés. Autrement dit, les sondages ne produisent pas simplement des distorsions involontaires du débat démocratique, ils peuvent aussi être délibérément utilisés comme des outils d'influence par certains acteurs qui trouvent un levier pour orienter l'agenda, légitimer leur position ou disqualifier leur adversaire. Ainsi, ce que nous avons décrit jusqu'ici comme des effets systémiques prend une autre dimension, celle de l'instrumentalisation active. Comprendre les sondages aujourd'hui, c'est donc interroger les intérêts qu'ils servent, les acteurs qui les manipulent et les rapports de force qu'ils contribuent à maintenir ou à renforcer. Voilà, donc clairement, ce que ce sondage fait émerger, c'est cet aspect tripartite de sondage éditorialiste et personnel politique qui font des sondages une prophétie autoréalisatrice alors que les faits ne sont pas forcément avérés. Intéressant, du coup, comme lecture sur les sondages. Une instrumentalisation au profit d'un agenda conservateur. La fabrique de l'opinion. Les sondages sont aujourd'hui une arme pour donner à voir une certaine image de l'opinion publique. Présentés comme des vérités certaines et absolues, ils façonnent et fabriquent l'opinion. À ce propos, les sociologues Hélène Yvonne Meynaud et Denis Duclos affirment que, citation, « le sondage est repris dans les médias pour appuyer les propos des journalistes. Ce faisant, les médias ne se contentent pas de véhiculer l'information. Ils constituent le pourcentage relevé par le sondage en événements plus ou moins sensationnels ou en indicateurs quotidiens de type météorologique. Ils relèvent l'opinion à elle-même et transforme presque miraculeusement une opinion statistique, distincte de celle des groupes sociaux, en un fait général et incontestable. » Fin de citation. Si vous en doutiez encore, voilà. L'ensemble des effets performatifs qu'ont les sondages sur la scène médiatique et plus généralement politique que votre rapporteur a listé dans la partie précédente pourrait se résumer par le simple titre d'un ouvrage de Patrick Champagne, nom de l'ouvrage « Faire l'opinion, le nouveau jeu politique ». En outre, la commission d'enquête a eu l'occasion d'auditionner le 16 janvier 2025 M. Alain Garrigou, professeur de sciences politiques, qui a affirmé que les sondages, citation, participent à la sélection du personnel politique, fin de citation, et qu'ils sont de véritables, citation, instruments non constitutionnels livrés au marché et évidemment à bon nombre de manœuvres, fin de citation. Oh, il me tend une perche. Les instituts de sondage ne sont pas, en tant que tels, les instigateurs d'une manipulation de l'opinion publique. Intéressant. Leur responsabilité ne réside pas dans une volonté active d'orienter le débat que dans leur position structurelle dans le champ médiatico-politique. Ce sont avant tout des entreprises commerciales dont la survie économique dépend du chiffre d'affaires. À ce titre, leur logique première est lucrative. Donc c'est pas intentionnel, ce qu'Antoine Léaumont nous explique. Produire des enquêtes, répondre à la demande, livrer des chiffres exploitables rapidement, telles sont les fonctions qu'elles remplissent dans un marché concurrentiel. Donc forcément, il faut faire du sensationnel, il faut faire du tape à l'œil, faut appâter le chaland pour pouvoir vendre son produit. Cela les place dans une forme de cécité structurelle à l'égard des intentions réelles des commanditaires, qu'elles soient politiques, éditoriales ou idéologiques. Ah oui, ça se lit comme ça aussi. Ça se lit, pardon. Même si les sondeurs savent pertinemment que, citation, tous les commanditaires ont un but caché, fin de citation, cette connaissance ne se traduit pas par un filtrage, un refus ou un questionnement critique. Le plus souvent, ils répondent à la commande comme un prestataire standardisé, à la manière d'un automate, sans s'interroger sur les usages futurs des résultats qu'ils produisent.
Ce désengagement moral est facilité par l'illusion d'objectivité méthodologique. Le respect des normes statistiques, l'application de protocoles techniques, le langage scientifique sont mobilisés comme des garanties de neutralité, alors même qu'ils masquent la fonction éminemment politique des chiffres produits. N'oubliez pas, hein, quand vous dites éminemment, c'est forcément politique derrière. Hein. Ça ne peut pas être éminemment autre chose. C'est toujours éminemment politique. Sinon, vous êtes disqualifié. Vous n'existez plus dans le champ politique. Voilà. En ce sens, les instituts de sondage ne manipulent probablement pas intentionnellement l'opinion, mais ils fournissent à d'autres les outils pour le faire en toute opacité et parfois en toute bonne conscience. Et je crois que c'est ce qui va résumer aujourd'hui tout ce qu'on vient de lire et tout ce qu'on va lire par la suite. Les instituts de sondage ne manipulent probablement pas intentionnellement l'opinion, mais ils fournissent à d'autres les outils pour le faire en toute opacité et parfois en toute bonne conscience. Voilà. Ils ferment les yeux sur le sujet en se disant que sur un malentendu, ça va passer. En somme, dans le Calvados aussi, si les sondages sont manipulés, c'est qu'ils sont manipulables. Or, à la faveur de commandes d'acteurs de la droite et de l'extrême droite, ce sont à la faveur de commandes d'acteurs de la droite et de l'extrême droite que les instituts de sondage tirent leur rémunération. Les liens financiers entre certains d'entre eux et les milliardaires de droite sont désormais établis. Ainsi, bien le think tank Hexagone, aujourd'hui financé par Pierre-Édouard Stérin via la structure Périclès, commande régulièrement des sondages à l'IFOP. Or, le projet Périclès est, comme votre rapporteur a pu le constater au cours de cette commission d'enquête, une structure qui assume vouloir utiliser les sondages pour influencer l'opinion et les électeurs. Donc les instituts de sondage ne manipulent pas l'opinion, mais ceux qui passent commande auprès de ces instituts de sondage ne cachent pas leur volonté de vouloir sciemment modifier, influencer l'opinion et donc les élections. Votre rapporteur souhaite donc alerter sur le fait que les sondages ne sont pas neutres. Ils peuvent être orientés politiquement car ils ne sont in fine que la réponse à une demande située politiquement, souvent à droite ou à l'extrême droite de l'échiquier. Et donc ça met en lumière tout ce paradoxe de la fausse droitisation de la France. C'est tout simplement parce que la structure médiatique reprend des sondages commandés par la droite et l'extrême droite que du coup le débat et la fenêtre d'Overton s'ouvrent autour de ces sujets-là et donc participent à une instrumentalisation de l'opinion publique. Franchement, très intéressant ces conclusions. De surcroît, ces mêmes sondages bénéficient d'une portée conséquente. En effet, ils sont massivement relayés dans la presse, les médias et particulièrement les chaînes d'infos en continu en raison de leur faible coût au regard de la production d'une information de meilleure qualité, beaucoup plus chère à produire puisque celle-ci exige de payer des journalistes et non pas simplement de passer des commandes à des instituts. Or, nombre de ces médias appartiennent à de puissants groupes privés comme ceux du conservateur identitaire Vincent Bolloré. Bim, allez, ça va détaquer. Cette concentration médiatique permet à ces acteurs de créer un circuit fermé. Les sondages qu'ils financent ou valorisent sont ensuite repris et commentés dans leurs propres médias, leur conférant une légitimité artificielle. Ce mécanisme contribue à cadrer le débat public en amont, en mettant en lumière certains enjeux plutôt que d'autres, en valorisant certains candidats ou discours au détriment d'autres. En orientant ainsi les thèmes perçus comme centraux lors de la campagne, ces acteurs influencent indirectement les déterminants du vote en faveur de l'idéologie qu'ils portent. Bon. Au moins, c'est assez explicite. Comme ce nez qui gratte. Non mais pourquoi ça ? Je comprends pas. Pourquoi mon nez me gratte comme ça ? J'ai l'impression que je vais refaire des allergies. Les résultats de ces sondages sont donc utilisés pour répondre à un agenda politique conservateur. Les thèmes des sondages, tout comme la mobilisation de leurs résultats, se font au profit d'un cadrage réactionnaire. Une simple observation des sondages commandés par les médias détenus par le groupe Bolloré suffit à démontrer que s'ils poursuivent en effet un but, il n'est en aucun cas caché, mais bien revendiqué. L'Institut de sondage Consumer Science and Analytics, le CSA, réalise régulièrement des sondages pour les médias de droite tels que Europe 1, CNews ou encore le Journal du Dimanche. En mai 2024,
Le JDD relayait un sondage CSA au terme duquel 68% des Français seraient favorables à la suppression des subventions aux associations d'aide aux migrants en situation irrégulière. Le 8 janvier 2025, le JDD, une nouvelle fois, relayait un sondage réalisé par CSA selon lequel 66% des Français souhaitent l'arrêt immédiat de toute immigration algérienne. Le 25 janvier 2025, ce même journal diffusait un sondage commandé auprès du même institut. Résultat. 76% des Français affirment qu'il n'existe que deux sexes, masculin et féminin. Dans un article publié le 14 mai 2025, le même journal encore affirmait, citation, « Insécurité, 72% des Français estiment que la société a engendré une fabrique de barbares ». Le lendemain, il tirait « 80% de Français considèrent la justice de leur pays trop laxiste ». Le 18 mai 2025, on apprend que 76% des Français souhaitent le recours à l'armée contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles. Cette liste non exhaustive illustre avec une acuité saisissante la façon dont les médias d'extrême droite mobilisent les sondages à des fins réactionnaires. Ici, ces sondages ne répondent qu'à un seul objectif, donner une image d'une France conservatrice aux antipodes des idées progressistes et permettre à l'extrême droite d'avancer sur son agenda politique, à la fois en produisant un nombre inconsidéré de sondages sur une thématique, mais aussi en orientant cette thématique dans un sens idéologique précis. Racisme, xénophobie, mépris de classe, position réactionnaire sur la question du genre, idées sécuritaires, tout y passe. Pris dans ce contexte, les sondages ne sont pas de simples photographies de l'opinion des Français à un moment donné. Ce sont de véritables outils permettant de fabriquer une réalité, de créer une ambiance dans le pays. Pouf, c'est lourd, hein. Auditionné par la commission d'enquête, Alain Garrigou, professeur de sciences politiques, déplorait en ce sens. Citation, le 4 décembre dernier, un sondage CSA pour le JDD Europe 1 et CNews donnait Michel Barnier censuré et Jordan Bardella favori des Français pour le poste de Premier ministre. Le 26 décembre, un sondage CSA pour le JDD Europe 1 et CNews affirmait que 62% des Français estimaient que la justice était partiale. Le 6 janvier 2025, un sondage CSA pour le JDD Europe 1 et CNews révélait que 94% des Français réclamaient l'expulsion des influenceurs algériens menaçants. Or, CSA appartient à M. Bolloré, le JDD Europe 1 et CNews aussi. Fin de citation. En conclusion, et ce sera donc la conclusion de toute cette partie, les sondages ne sont pas de simples instruments de mesure neutres. Ils sont manipulables et donc manipulés. Le cas du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, et même finalement Vincent Bolloré, en est une démonstration claire. Son projet Périclès repose notamment sur l'utilisation stratégique des sondages pour favoriser l'accession de l'extrême droite au pouvoir. De même, Vincent Bolloré illustre parfaitement ce mécanisme d'influence circulaire. En possédant à la fois l'Institut CSA, qui produit des sondages orientés sur des thématiques comme l'immigration, la sécurité ou l'islam, et la chaîne CNews, qui les relaie massivement. Il façonne le débat public selon des lignes idéologiques précises. Ce contrôle vertical de l'information permet de cadrer les préoccupations électorales et donc de transformer des thématiques pourtant secondaires pour les Français en une déterminante de vote central au service du personnel politique conservateur. Et je me souviens, on en parlait lors des présidentielles de 2022, mais notamment les candidats de droite et d'extrême droite arrêtaient pas de dire, notamment lors des débats, que la principale préoccupation des Français, c'est la sécurité et l'immigration. Et en fait, on voyait bien lors des différents sondages que justement, en termes de classement, c'était plus les questions de pouvoir d'achat qui étaient largement devant. Je me souviens plus des autres, mais je crois que l'immigration était en 4e. Non, c'était la sécurité qui était en 4e, l'immigration en 6e et d'autres thématiques encore bien en dessous. Donc comme quoi, voilà, encore une fois, manipulation de l'opinion publique faite par les sondages. Du moins, pas par les sondages, mais par ceux qui réutilisent les sondages. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, qu'il faut garder à l'esprit. Les sondages ne manipulent pas l'opinion publique, ils donnent les clés à ceux qui veulent la manipuler, l'occasion de le faire. Et donc, de fait, on en arrive à une opinion manipulée. Voilà. Mais que ce n'est pas instinctivement les sondages qui manipulent, mais bien celles et ceux qui souhaitent les rendre manipulables.
Voilà la conclusion de toute cette partie qu'on vient de lire ensemble. C'est un sacré morceau qu'on vient de lire. Je vais faire une pause quelques instants dans la VOD, juste histoire de voir si je vais avoir assez de voix pour faire la deuxième partie qu'il me semble que j'ai prévu d'ajouter à la lecture, ou bien si on se garde ça pour une prochaine fois. A tout de suite. Bon voilà YouTube, je viens de regarder. Effectivement, on va pas se lire le grand 2 parce que là on vient de se lire une quinzaine de pages du rapport d'enquête. La seconde partie on fait 26. Donc littéralement la VOD elle ferait 5 heures. Donc je vais m'arrêter là pour cette VOD, c'est déjà un gros morceau. La prochaine fois ce sera un morceau encore plus gros qu'on va lire ensemble. Tiens, pour en faire un petit teasing, comme ça vous n'oublierez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne pas rater la prochaine VOD. Nous lirons des faiblesses méthodologiques manifestes. Donc là, on va rentrer dans précisément ce qui pose problème dans les sondages et ce qui permet du coup de les rendre manipulables. Donc, les erreurs, les sondages qui ne sont pas une science, une rhétorique qui ne s'appuie pas sur la science, un déni des difficultés et une commission des sondages en soutien des sondeurs. Dis donc, ça promet. Voilà. Merci à vous YouTube d'avoir regardé cette VOD, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui est dit dans le rapport d'enquête, si vous avez votre opinion sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à le faire savoir, les commentaires sont là pour ça. J'ai hâte de vous lire, donc n'hésitez pas. Voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et puis à bientôt pour de nouvelles lectures de rapports parlementaires. Des bisous.